Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, votre émission interactive, votre fond transparent. Le concept d'Interaction, c'est en effet une fois par semaine de se retrouver ensemble pour vous permettre de poser toutes vos questions, de challenger notre analyste Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Et notre gérant Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour. Parce que, en effet, Interaction, c'est votre fonds et justement un fonds qui évolue un petit peu, Thomas, hein, avec du nouveau. Alors oui, du nouveau, puisque un autre fonds que nous gérons, d'ailleurs de la même façon qu'Interaction, va permettre à Interaction de prendre une dimension supplémentaire, puisque ce fonds absorbera Interaction. C'est Aceraction, qui absorbe Interaction et qui devient Interaction. On garde le nom Interaction, c'est un tellement beau nom, en effet, qui correspond tellement à cette philosophie. On en est tellement fiers et donc on a eu l'agrément de l'AMF pour faire cette opération. Le seul changement qu'on va connaître, c'est un changement de code ISIN, puisqu'on va récupérer celui d'Aceraction qui est l'absorbant. Et le code ISIN, c'est donc FR 000 748 06 52 et vous le retrouverez évidemment à chacune de nos émissions et vous l'avez à l'écran. Voilà, à l'écran, donc 007 c'est du James Bond et il y a un autre changement, c'est qu'on grossit. Alors d'habitude on veut maigrir, hein, tous autant qu'on est, là on est content de grossir dans le monde de la finance. Alors, dans la gestion on aime bien quand les fonds changent de taille, donc on va passer à un fonds qui va représenter à peu près 12,5 millions d'euros, ce qui va nous permettre entre autres de nous diversifier un peu plus sur les titres, on aura moins d'effets de seuil, notamment en matière de frais, puisqu'on était assez vigilant sur les frais pour les clients et on va pouvoir constituer des lignes un petit peu différentes dans l'intérêt évidemment du fonds et il se trouve que la saison s'y prête, on y reviendra je pense pendant l'émission. Bien sûr, bon voilà, donc c'était en préambule pour vous dire qu'Interaction tourne une page et construit une nouvelle séquence de son histoire à suivre bien sûr chaque semaine sur Décideur TV. On commence tout de suite par l'actualité de cette semaine boursière. Avec cette rubrique tendance, Hubert, qu'est-ce qu'il y a sur vos tablettes? Une belle semaine. C'est comme le temps en fait. Ça n'arrête pas, record à Wall Street. Alors bon, c'est pas des hausses qui sont comparables à celles de l'Europe sur les indices. Hein. On gagne 12% depuis le début de l'année. Oui, mais à Wall Street, on efface la bulle Internet. Oui, sur le Nasdaq, on revient au niveau de mars 2000 qui était le crack. Et la monnaie a pris 25% contre l'euro, ce qui fait que la performance est assez satisfaisante pour les gens qui sont investis en euros. Les marchés européens, à la date d'hier soir, gagnaient un peu moins de 1% sur la semaine, un peu plus en Italie comme toujours et en Espagne et un peu plus ce matin cet après-midi puisque la bourse est bonne aujourd'hui. Alors quand même malgré tout on surveille les nuages hein, quand le ciel est bleu, dès qu'il y a un petit nuage on s'inquiète et en l'occurrence cette semaine c'était le ZEW, le ZU comme on dit en bon français allemand. Oui, alors c'est un graphique que vous allez retrouver à l'écran avec en noir le ZOO qui représente la situation économique et en jaune celui anticipé. Donc vous voyez qu'il y a quand même un mouvement commun des deux, ce qui est plutôt c'est la flèche en fait qui marque la tendance. Hein. La flèche bleue marque la tendance effectivement. On a vu qu'au moment de la crise, c'est la flèche jaune vers le bas, eh bien, il y avait des anticipations négatives qui se sont retrouvées en fait qu'un peu plus tard dans les résultats, des résultats de la situation économique et pas dans les mêmes proportions que celles qui étaient attendues. Donc il y a un caractère amplifiant, ce qui est normal dans une zone d'incertitude telle que celle que nous avons connue. Et ce qu'on voit, et c'était une petite déception pour les acteurs du marché, on avait l'impression que ça plafonnait en termes d'anticipation. Je ne suis pas sûr que ça plafonne véritablement, c'est simplement un petit temps de respiration. Et c'est pour ça que ce qui est important, encore une fois, c'est cette tendance de flèche bleue qui malgré tout monte, et c'est ça que vous retenez finalement. C'est ça que nous retenons, nous, parce que c'est pour savoir si nous sommes dans une tendance longue. A priori, oui. A priori, on n'a pas encore les conséquences de la baisse de l'euro dans les comptes des entreprises. Évidemment, elles sont anticipées sur les marchés, mais on ne sait pas tout à fait dans quelle proportion. Et sur les premiers chiffres qu'on a, c'est plutôt rassurant. Voilà. Hubert, vous vouliez dire quelque chose ? Les autres indicateurs sont bons. Hein. On a eu un indicateur IFO, donc des indicateurs non avancés, mais réels qui sont bons. Par ailleurs, il faut bien comprendre que l'Allemagne a pris de l'avance quand même sur le reste de la zone euro et qu'aujourd'hui, que l'Allemagne progresse moins vite, c'est quand même pas complètement anormal qu'elle progresse moins vite que l'Espagne et l'Italie qui sont payées l'une une récession et l'une une stagnation très violente. Autre sujet, la Grèce, qui finalement on a l'impression que c'est un jour sans fin, on voit toujours la même semaine avec la Grèce.
Oui, c'est long. C'est long. Alors, on a représenté sur le graphique qu'on va vous présenter tout de suite, là, la Grèce, est-ce qu'elle sort de l'euro ou pas? Sur ce graphique qui représente les taux à 5 ans de tous les pays de la zone euro, on va regarder depuis 2011, on va regarder, si vous le voulez bien, les grandes tendances. On voit au tout début, et c'est ce que vous avez en rouge, la Grèce, les taux à 5 ans. Donc vous voyez que pendant 6 mois, ils ne font que se tendre et monter. Et après, un grand trait immense qui descend vers un niveau proche des 0 en 2014. Ce trait rouge immense, en fait, c'est que pendant quelques temps, la Grèce n'a pas pu émettre à 5 ans. Donc on l'a retrouvé vers 2014 dans le contexte européen qu'on a connu de sauvetage bancaire. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur ce graphique, on a en noir ce qui s'est passé au Portugal. Et vous voyez qu'au début, le Portugal avait le même comportement que la Grèce. Et puis, eh bien, tout s'est mis à converger grâce à toutes les mesures de soutien bancaire, tout ce qu'on a mis au point pour sauver le système bancaire européen. Et puis aujourd'hui, après les premières difficultés de la Grèce, c'est la flèche que vous voyez tout en bas à droite, la flèche qui remonte vers le haut, c'est les taux à 5 ans grecs qui sont en train de diverger à nouveau. De diverger à nouveau, qui sont quand même sur des niveaux proches de plus de 15%, je crois. Alors que les autres taux convergent plutôt vers le bas, avec la déflation ou le risque de déflation. Exactement, ils convergent. Donc on a la convergence euro-nord-sud résiste, on l'a souvent dit ici, et c'est d'ailleurs une des conséquences, ça a pour conséquence des choix d'action de temps en temps en Italie ou en Espagne, comme on a pu le voir, et on verra d'autres sujets aussi. Donc voilà. Ça veut dire quoi cette divergence? Ça veut dire que la Grèce va sortir? Non, ça veut dire que ce qu'il faut à mon avis surtout lire là-dedans, c'est que la Grèce peut sortir, on s'en fiche. En tous les cas, les marchés s'en fichent. Mais les marchés ne pensent pas qu'elle sortira. Mon sentiment, c'est que non seulement ils s'en fichent, mais c'est une hypothèse totalement politique. C'est hors du champ de la réalité. La Grèce ne veut pas sortir, l'Allemagne ne veut pas qu'elle sorte. Elle va payer dans les deux cas. Soit elle reste, elle va payer cher les taux d'intérêt, soit elle sort, elle paiera en termes économiques. Elle ne sortira pas, on ne va pas la vendre aux Russes. Qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas faire ça. Bon, c'est impossible. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème. Ce que veut dire ce graphique, c'est que ce n'est pas un problème majeur pour les marchés. Ça ne pose pas de problème pour l'Italie, qui est quand même un pays trop important, et pour la péninsule ibérique. Alors, en revanche, un sujet peut-être plus important, la perfide Albion. On pourrait refaire parler d'elle. Ça fait. C'est sûr qu'elle doit faire parler d'elle. Hein. Pourquoi il y a les élections qui arrivent, qui se présentent avec 4 partis. C'est-à-dire qu'ils avaient 2 partis. Oui, c'était bipolaire. C'était bipolaire. On est passé à 3 partis avec une coalition qui est au pouvoir aujourd'hui, un 4e qui est un parti qui est uniquement sur l'indépendantisme vis-à-vis de l'euro. Ouais. Donc les partis, il y a les Tories, les Labour, conservateurs, travaillistes. Des libéraux qui sont dans la coalition. Il y a UKIP. Et puis il y a le fameux UKIP. UKIP, c'est le Front National. Enfin, ils n'aiment pas. Non, on peut pas. C'est basé sur le fait de quitter l'Europe. Les indépendantistes, les Astérix Grand-Breton, et il y a également aussi le parti écossais qui vient semer la pagaille. Les Écossais, ils sont généralement plus du côté des travaillistes que d'autres choses. Hein. Donc, oui, mais indépendantistes aussi. C'est-à-dire qu'il y a un risque de séparation de l'Europe. Sur l'Europe. Oui. Eux, les Écossais, ils étaient voudraient s'attacher à la France. La vieille alliance. Bon, alors, moralité, on regarde le graphique que nous a apporté Thomas. Qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? Alors, sur ce graphique, en bas, vous avez la date depuis 2000 jusqu'en 2015. Vous avez deux parties. Une courbe jaune qui représente la performance relative de l'Eurostoxx relativement au FTSE, l'indice anglais. Et ce qu'on peut constater, c'est que grosso modo, dans les périodes de crise, le FTSE résiste mieux que l'Eurostoxx. Et en revanche, dans les périodes d'expansion, et on va y venir, cet indice a tendance à monter un peu plus. Et si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, depuis le paroxysme de la crise de 2009 à 2011, eh bien, on voit bien que le FTSE a largement mieux résisté que l'indice européen. En revanche, depuis qu'on s'est un peu redressé, eh bien la progression, on reprend du poil de la bête, et c'est probablement une tendance longue qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous a mis également la performance relative du MIB, l'indice italien, par rapport au FTSE. Ce MIB, il y a beaucoup d'industries dedans, mais également de secteur bancaire, évidemment pénalisé dans la grande crise qu'on connaît. C'est cette très belle baisse que vous voyez depuis 2009 jusqu'à 2012-2013. Fin 2013. Et à partir de là, le marché italien surperforme. Et il n'est pas exclu qu'il revienne
à des niveaux... C'est ça le scénario possible, ça pourrait faire un phénomène d'élastique. Il faut bien comprendre que dans cette période, dans la période de baisse, l'Angleterre a engagé face à la crise ses injections quantitatives de monnaie, pendant que l'Europe les reprenait. Donc aujourd'hui, on est par ailleurs en gestion monétaire dans le sens inverse, et probablement dans le sens inverse, quel que soit le résultat des élections. Donc si la courbe bleue remonte, en effet, il faut jouer l'Italie, mais on va en reparler un peu plus tard. Il faut jouer la zone euro, et l'Italie est peut-être la plus... c'est un des moteurs, c'est un des 3 moteurs de toute façon. Cette interaction, c'est votre émission, posez-nous toutes vos questions. On passe à la rubrique tableau de bord. Alors, les fameux indicateurs, les feux tricolores, qu'est-ce qui bouge cette semaine? Alors cette semaine, c'est l'indicateur numéro 4, le stress de refinancement qui du rouge passe à l'orange. Une bonne nouvelle. Donc on va le zoomer, en fait cet indicateur stress de refinancement, voilà, on rappelle ce que c'est? Alors la faculté ou les difficultés que peuvent avoir des établissements à se refinancer auprès de des banques centrales tant américaines qu'européennes. Il n'y a plus trop de risques de remontée des taux aux États-Unis. C'est une des composantes de cet indicateur. Encore moins en Europe, où on commence à se familiariser avec le programme de quantitative easing de la BCE. Une des traductions concrètes de ça, c'est qu'on n'est plus tellement stressé pour se refinancer. On a l'impression qu'il remonte quand même, non? Enfin, il y a une toute petite décrochage et il retombe un peu, c'est ça? Oui, mais quand il sera au-dessus, ce sera meilleur signe encore. D'accord, pardon, voilà, je disais à l'envers. C'est que ce sera vraiment fluide. C'est une sorte d'indicateur de fluidité. Génial. La météo? La météo des plages, nous sommes toujours, pour ceux qui partent en vacances évidemment, alors le temps reste incertain et je peux vous dire que ce week-end, visiblement le temps va être incertain. Toujours est-il que pour ce qui est de la météo, on est en mode 3. Je rappelle que le mode 3 ne nous interdit pas d'être investi. On a le droit de se baigner quand même. Comme on va le voir, on a le droit de se baigner. Il n'y a plus que 3 feux oranges. Donc, sachant que ce stress de refinancement, on va quand même jouer avec puisque les banques centrales vont au moins utiliser la parole, et notamment la Fed, pendant les 6 à 8 mois qui viennent. Bon, on peut se baigner dans le grand bain de la liquidité de Mario Draghi. On passe à la rubrique performance. Alors, la performance d'interaction, voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette semaine, on fait mieux que le CAC. Oui, on fait mieux que le CAC puisqu'on monte de 1,01% contre 1,10% contre 0,81 au CAC. C'est 1,01 en fait, je m'excuse. C'est pour ça que je suis un peu perturbé. C'est 1,01 contre 0,81. Oui, un point de... on fait mieux et on va voir dans les... 20 points de base de plus. Hein. Oui, c'est ça, 20% de mieux, c'est remarquable. Mais on va relativiser tout de même. On avait perdu un peu de terrain sur le mouvement de grande liquidité qu'on avait vu depuis le début de l'année, qui était un mouvement très indiciel. Donc ce mouvement indiciel nous a fait perdre du terrain et depuis 2 semaines maintenant, on inverse la tendance. Le tableau PPP, poids, performance, potentiel. On a décalé d'ailleurs les colonnes, oui, pour ceux qui nous suivent avec assiduité depuis le début. Et c'est vrai que c'est plus logique de mettre le potentiel à l'extrême droite. Et voilà, et vous retrouvez le poids de chacun des secteurs tels qu'on les a choisis. Vous voyez que les valeurs défensives du CAC, 28,70%, c'est en bleu, sont largement supérieures à celles d'Interaction. Que nous avons, nous, aujourd'hui, une surpondération sur les financières, et dans les financières, on a et des banques et des compagnies d'assurance. Sur les valeurs technologiques, un vrai pari pour le fonds, et sur quelques valeurs de consommation cyclique qui nous aident bien, on le verra dans les chiffres un petit peu plus loin. En revanche, il faut se méfier des catégorisations. On est en retard sur le CAC 40 sur les cycliques. Exactement. Donc voilà, mais il faut se méfier des catégorisations parce qu'on le reverra, on a beaucoup d'automobiles. Est-ce que c'est une cyclique? Alors, ça, on en parle chaque semaine. C'est un autre sujet. Donc si on regarde la performance 1,01, ce 1,01, il vient essentiellement cette semaine des valeurs de consommation cyclique, en tous les cas celles qu'on avait en portefeuille. Juste pour bien expliquer le graphe, expliquer la performance quand même. Pour l'instant, on est sur le tableau des PPP, comme l'a dit Thomas. Et dans ce tableau des performances, on a les TMT qui nous aident et les cycliques cette semaine. C'est ce qui nous fait faire la différence. Un petit peu en retard sur les financières. On reviendra justement un petit peu plus loin sur ce qui s'est passé dans le marché. Le potentiel, il est intéressant puisqu'on a un potentiel qui est encore revu à la hausse, notamment sur le CAC et à cause essentiellement des valeurs bancaires. Alors,
Une petite parenthèse parce qu'on a une question et on donne la priorité non pas au direct mais aux questions des internautes. Yves nous demande, compte tenu de la remontée légère du pétrole, ne convient-il pas de se repositionner sur les parapétrolières? Alors on anticipe un peu. Ah, pourquoi au contraire? Au contraire, le pétrole a fortement rebondi et arrive à un niveau où on peut imaginer que reviennent sur le marché par exemple des pétroles de schiste. Puisque le principe du pétrole de schiste, c'est qu'on sait qu'il est là, et on creuse et où on va le chercher quand on l'a vendu à terme et que le banquier a pu refinancer. Donc on est plutôt sur un pic. Alors, en revanche, il y a une chose qui est réelle, c'est qu'il y a des cash flows importants et que justement il y a des opérations de fusion-acquisition dans les pétrolières et dans les parapétrolières. Oui, parce qu'on se souvient avec CGG, on avait failli voir un mouvement de fusion. Oui, il y en a, et puis à partir du moment où Royal Dutch fait de la croissance, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se refinancer aux taux qui sont très très bas, et en face, il y a des cash flows importants. Mais les cash flows importants, ils ne sont pas en croissance. Hein. Thomas? Moi, je me méfierais surtout d'une chose, c'est que les valeurs pétrolières, plus que les parapétrolières, vont être obligées de renoncer à un facteur qui les soutienne depuis des années, qui est la distribution de dividendes. Puisque ça va probablement être un vrai sujet pour les années qui viennent. Donc peut-être que ponctuellement les valeurs pétrolières peuvent rebondir, c'est pas exclu. Et le problème, c'est évidemment le poids, par exemple, de Total dans notre indice. Mais on ne va pas rester obnubilé par ces histoires d'indices. Je pense, moi, que le risque porte sur l'annonce de dividendes moindres pour les années chez les pétrolières. Mais les parapétrolières, est-ce que jouer des Valorec, des Technip, des CGG, ça peut faire sens ou pas, en se disant, tiens... On va les jouer en mode... Ça va suivre le cours. Si on les joue, ce sera en mode défensif. Et moi, j'aime pas trop jouer ce mode défensif parce que vous pouvez miser sur le noir et c'est le rouge qui sort. Et inversement, j'y toucherai pas. Ok, bon, voilà la réponse pour Yves. Donc, en effet, d'après Hubert, le prix du pétrole étant un petit peu capé, il y a peut-être moins de gains. À ce niveau-là. Et le seul, c'est plus le côté spéculatif éventuel de fusion. Mais fusion-acquisition, pour peu que vous ayez joué celle qui va acheter, vous allez perdre de l'argent par rapport à celui qui a acheté, celle qui a racheté. Bon, merci Yves pour votre question. La toile d'araignée, après. C'est ça dont je parlais. Donc, toujours dans cette catégorie performance par secteur. Thomas, vous nous commentez cette toile? Oui, je voulais simplement insister sur la performance de la semaine drivée, puis si on reprend des termes anglo-saxons, par en bleu, vous retrouvez le CAC 40 et on voit qu'il y a un pic bleu sur les sociétés financières, puisque cette semaine, effectivement, c'était un rebond important des valeurs bancaires et qu'on a nous en portefeuille, mais en proportion moindre. C'est une des raisons pour lesquelles on fait un petit peu moins bien sur ce secteur. En revanche, on voit que grâce aux valeurs de santé qu'on a en portefeuille, aux technologies, aux télécoms et aux sociétés de services aux consommateurs et aux biens de consommation, on fait mieux. Donc la ventilation qu'on a mis en place se comporte plutôt pas mal pour le fonds. Voilà, on va passer à la partie gestion. Interaction, chaque semaine, votre rendez-vous avec cette émission interactive, ce portefeuille transparent dont le comité de gestion se tient sous vos yeux. On vous invite bien sûr à poser toutes vos questions, à challenger Hubert Tassin, notre analyste, Thomas Louis, notre gérant. On voit tout de suite le portefeuille d'interaction avec sa performance sur la semaine, plus 1,01, là où le CAC 40 fait 0,81%, un delta de 20%, c'est pas si mal. On voit la décomposition par action. Thomas, je vous laisse nous commenter ce tableau. Cette semaine, on a fait un classement par les performances absolues pour vous montrer la distorsion en cours. C'est la deuxième colonne. Hein. C'est la deuxième colonne, absolument. Après celle des poids, vous avez la colonne performance, dans laquelle on va retrouver titre par titre la performance sur la semaine. On va retrouver en tête de notre classement, j'en parlais à l'instant, BNP Paribas, que nous avons en portefeuille, qui nous a aidé, 5,26% de performance sur une semaine, ça nous amène une contribution de 0,12. Vous voyez sur la colonne contribution relative qu'on est négatif, puisqu'on en a un petit peu moins que l'indice. Je le rappelle à chaque fois, c'est important. Ah oui. Et la petite nouveauté, c'est qu'on retrouve à nouveau le secteur automobile avec Valeo, qui progresse là aussi de 4 ou 5% depuis la semaine dernière. On en a 2,38, ça marche bien. Un mot sur Altran qui change de PDG? Alors Altran change de PDG, récupère le PDG d'Euronext, Monsieur Cerutti. Oui. Dominique, je crois. C'est bien possible. En tout état de cause, pour Altran, c'est peut-être
probablement une bonne nouvelle. L'entreprise va mieux. C'est un des titres qu'on a choisi de rentrer en portefeuille tout récemment. Oui, qu'on avait rentré, qu'on avait sorti. Enfin, on a hésité sur Altran. Là, on voit cette semaine des très bonnes performances de ce qu'on a acheté la semaine dernière. On y reviendra, mais notamment Altran et Atos qui sont dans le quartier. On a rentré la semaine dernière, effectivement, à hauteur de 0,50 pour l'instant, mais elles sont là et on voit que c'est les principaux contributeurs, ce qui est une bonne nouvelle pour le fonds. Et le fait que le Nasdaq revienne au niveau record de la bulle des années 2000 contribue peut-être aussi à porter ce mouvement des technos? Bien sûr, on a vu la performance de Capgemini par exemple que nous avions en portefeuille et qu'on est en train d'alléger au profit d'Atos. On a vu qu'on a un rattrapage, mais enfin on est encore loin des plus hauts de Capgemini au moment où nous parlons. C'est pas tout à fait le même Nasdaq non plus. Oui, mais bon, quand il y a des Américains qui achètent des technos en Europe... On ne peut pas comparer l'Internet d'aujourd'hui avec les TMT des années 2000. Certes. Alors, je veux dire, il y a des profits. Google, ça fait des profits. Après, non, et puis Altran et Atos, c'est pas vraiment de l'Internet pur et dur. C'est pas un site de e-commerce. Carrefour, Vivendi, Nexity, c'est les trois vilains petits canards cette semaine. Et oui, ça arrive. Vivendi, temps de respiration, un petit peu moins d'intérêt, je pense, pour le monde des télécoms. Et la déclaration de Martin Bouygues ce matin relative à... Vous me le rappelez? Il dit que Bouygues Télécom n'est pas à vendre. Oui, mais ça, il le dit toutes les semaines. Ça, à chaque fois qu'il parle. Il y a un cabinet d'analyse, cette semaine c'était Exane, mais toutes les semaines aussi, qui dit que c'est fait. Donc comme ça, on est relativement tranquille. Ça s'appelle le marché. Voilà, ça se neutralise. Alors un coup ça va, un coup ça nous pénalise. Voilà, nous, en tout état de cause, on le verra dans le tableau aussi, on commençait à alléger toutes ces positions. En télécom, il y a un bout de chemin qui a été fait. On reste sur KPN, qui est un de nos paris et qui a procédé à une session non négligeable cette semaine, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être en hausse aussi. KPN, c'est un dossier de télécom et de restructuration. Et qui va être exactement dans la même situation qu'Orange il y a 2 ans, avant qu'Orange ne connaisse son rebond. Il suffit de se laisser porter dans ces conditions. C'est notre choix en tous les cas. Cette interaction, c'est votre émission. Posez-nous toutes vos questions. On voit les arbitrages. On va retrouver le tableau historique des arbitrages. Donc, il y a eu pas mal de mouvements cette semaine. Il y en avait beaucoup. La semaine dernière, on s'était positionné, peut-être un peu en amont de la fusion et de l'augmentation de l'encours du fonds, pardon, mais il y en a beaucoup et donc on peut peut-être commencer par les allégés. Alors les allégés, vous AXA, le voyez, on a allégé AXA. Pourquoi allège-t-on? On allège AXA d'abord parce que AXA a fait un très beau parcours, il faut savoir vendre. Et que dans le même temps, on a racheté d'autres financières, mais cette fois-ci bancaires. On pense que le mouvement est désormais sur les bancaires au travers de la BNP, de la Société Générale que nous avions rentrée le 2 avril 2015, qui déjà portait quelques fruits non négligeables pour le fonds. Désormais, on rentre de la BNP. Il n'est pas exclu qu'on rentre dans la nouvelle configuration du Crédit Agricole assez rapidement pour jouer une reprise plutôt cyclique, à vrai dire. On reprend le cycle véritablement en milieu bancaire. Il y avait une pollution des résultats de 2007 à 2009 due aux produits complexes. Désormais, on revient au vrai métier. Il y aura un jour une menace liée aux engagements d'assurance vie d'AXA, d'Allianz, avec en plus des législations très différentes en France et en Allemagne. C'est pas plus mal de prendre des bénéfices. Donc en effet, alors autre mouvement, Capgemini, Atos, là on est dans les Capgemini, Atos, je l'ai commenté juste avant. Alors l'automobile, Renault, Peugeot. On arbitre Renault. On achète du Peugeot. Pourquoi on sort un peu de Renault? Alors on sort de Renault d'abord parce que là aussi on a beaucoup gagné. Ensuite les manipulations, je ne sais pas comment appeler ça à vrai dire. Je suis très ennuyé par ces dossiers de droit de vote double qui font très droit de vote double opportuniste lié à une situation qui permettra à l'État de revendre ses parts en gardant le même poids. C'est quand même un petit peu surréaliste comme position. Mais enfin, c'est du suffrage censitaire aussi appliqué à la bourse. Donc ça a toujours existé, mais là en l'occurrence ça n'existait pas et il y a un accord qui a été passé par le patron de Renault, qui est aussi le patron de Nissan, avec des partenaires japonais. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. On a le sentiment qu'on fait n'importe quoi, qu'on met le président en opposition frontale avec soit les Japonais, soit les Français, et donc avec quand même des risques. Quand un conseil d'administration est partagé,
surtout dans un métier comme ça. Et enfin, on va avoir un robinet, comme on dit en bourse, c'est parce que l'État a acheté et il a annoncé déjà qu'il allait vendre. Bien sûr. Il a acheté, donc c'est assez logique de switcher sur autre chose. On va sur Peugeot, et puis il ne faut pas oublier que Peugeot, c'est aussi un des plus beaux tableaux de brevets qui soit, avec une gamme qui surprend à chaque fois, à vrai dire. Donc voilà, une bonne... La Chine, la grande réussite en Chine, bon, c'est celui qui a le plus de potentiel. Donc on est aussi en train de switcher des valeurs d'indice vers des convictions pures, donc c'est pas non plus illogique. Bon voilà, donc beaucoup de mouvements. Le grand quand même, on rappelle que sur le grand, on joue la croissance européenne, et donc puisque c'est quand même un des grands thèmes. Le petit matériel électrique, hein, oui. Et qui bien sûr se retrouve dans la construction notamment. Alors, beaucoup de mouvements cette semaine, hein. On l'a dit à plusieurs reprises, il ne faut pas toujours non plus faire tourner la table pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Est-ce qu'on continue ce dynamisme, on va dire, ou est-ce qu'au contraire? Juste une chose avant, mais je pense que Thomas va être d'accord, un des avantages du fait que le fonds grossisse, c'est qu'on va pouvoir intervenir peut-être moins cher et donc plus facilement sur les actions non cotées à la Bourse de Paris, et donc sur les Allemandes, sur les Espagnoles, sur les Italiennes. Oui, alors il y a ce phénomène-là. Je vais parler d'un titre dans l'industrie un petit peu plus loin qui mérite notre attention de mon point de vue. Ne nous trompons pas, la fusion a donc lieu ce soir. Donc la fusion, on rappelle, hein, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, voilà. On fusionne deux fonds qui sont gérés par Acer Finance. Plus exactement, Acer Action absorbe Interaction. Donc les porteurs de parts d'Interaction vont recevoir des parts d'Acer Action qui existent depuis 1995. Et surtout, on a des portefeuilles qui sont quasiment similaires. Donc la valeur liquidative de fusion, c'est ce soir. À la clôture, il y aura une valeur liquidative qui sera émise, d'où la conversion en nombre de parts. Et dès lundi, chacun se retrouvera avec la nouvelle configuration, Interaction. Mais ça va s'appeler Interaction, ça continuera à s'appeler Interaction parce qu'on est content de ce principe interactif et, résultat, on aura plus d'encours. Exactement. Combien ? Un peu plus de 12 millions d'euros contre 1 million jusqu'à maintenant. Voilà. Ça nous permettra d'agir sur plus de valeur, d'avoir un peu plus de diversification et que ça coûte moins cher au fond surtout. C'est important. Et alors donc justement, qu'est-ce qu'on fait en termes de valeur cette semaine? Donc, ce qu'il faut, c'est voir quels sont les objectifs. Et ça a été un tout petit peu évoqué par Thomas en amont. On a eu pendant les 3 premiers mois et un peu plus, jusqu'à la mi-avril, une hausse des valeurs européennes qui a été essentiellement une hausse sur les indices. Pourquoi? Parce qu'à peu près la moitié de ce qui a été investi, d'argent nouveau qui est arrivé sur les indices, qui proviennent des gérants de retraite américains ou japonais notamment, évidemment, a été placé sans discrimination. On a joué la monnaie américaine et on a joué les indices européens. Ce qui veut dire que tous les secteurs font à peu près la même chose, à l'exception de l'automobile et des concessions de services publics qui sont l'une un peu plus, nettement plus, et l'autre un peu moins. Mais autrement, ça n'a pas du tout été discriminant, ce qui fait que le métier qu'on essaie de faire ici n'est pas n'était pas un métier de grande valeur ajoutée. La sélection le sentiment qu'on peut avoir, c'est que maintenant que ces 50 milliards en tout cas, sont arrivés par le biais des ETF, comme on appelle ça, donc des supports purement indiciels, les gens vont se mettre à raisonner, y compris ceux qui ont acheté des européennes comme ça, ils vont se mettre à être plus discriminants. Et donc, il faut qu'on ait des discriminations parce que en fait, les banques centrales vont continuer à arroser. Alors, on peut imaginer que ça se place sur les indices de la même façon. Le problème qu'on a dans un marché de flux comme celui qu'on a connu, c'est qu'effectivement, ça monte sans discernement. Sans discernement, pour autant, c'est un pari macroéconomique qui a été fait au premier trimestre. Le pari macroéconomique, on est à peu près en train de le valider. Maintenant, en microéconomique, ça n'empêchait pas qu'au premier trimestre, il y avait des valeurs qui ont monté, il y a probablement de façon moins importante que les indices. Voilà, mais on va probablement arriver dans une deuxième phase qui va être la phase de constat de tout ce qu'on dit ici depuis quelques mois maintenant, baisse des taux, baisse de la valeur de l'énergie, donc c'est des choses non négligeables qui devraient amener les entreprises européennes à afficher des résultats intéressant. Je rappelle qu'elles empruntent à des taux proches de zéro. C'est quand même extrêmement important. C'est un effet de levier
considérable. Dans notre portefeuille, par exemple, nous avons aussi des valeurs exposées dollars en termes de revenus. Et celles-ci, on l'a vu avec Deleuze, on l'a vu avec Accor, on commence à en bénéficier à plein. Et elles en bénéficieront encore plus au deuxième trimestre. Donc on a confirmation des bonnes nouvelles, ce qui déjà sera au moins un soutien au cours des entreprises que nous avons au portefeuille. Les trimestriels qui ont été publiés cette semaine font des sociétés européennes montrent un très fort effet de devise, un effet de devise considérable. Alors, il y a beaucoup de relèvements de recommandations. Sur LVMH, sur BIC, bien sûr, mais parce que ce sont des porte-drapeaux de l'export avec un effet de levier en plus, mais d'une manière générale, il y a un effet de devise qui peut approcher 10% en moyenne, hein. C'est considérable, et donc qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est à capter peut-être plus aujourd'hui, à mon avis, de la croissance, qui fait un effet de levier sur les bénéfices, que de la réduction de coûts, comme ça a pu être le cas, malheureusement, dans la déflation des 5 ou 10 dernières années. Ceux qui regardent se demandent comment on fait pour capter cette croissance, Hubert. Comment on fait? On cherche des secteurs qui bénéficient de ce que vient d'expliquer Thomas. Alors, il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein dans le portefeuille. Il faut quand même pas. Donc on est d'accord. On a été extrêmement actifs la semaine dernière. On ne va pas toutes les semaines être extrêmement actifs. Donc la croissance, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Vous parlez de l'Allemagne, l'unité industrielle en Allemagne, Thomas. Oui, une entreprise qui travaille pour le secteur automobile à environ 50% de son chiffre d'affaires et pour la défense pour ces 50% également, qui s'appelle Rheinmetall. Ça s'écrit comment? Alors, pardonnez-moi, je reprends mes notes parce que Rheinmetall, pardonnez mon mauvais accent allemand, R-H-E-I-N-M-E-T-A-2-L, voilà, une valeur industrielle semi-cyclique. Ça cote 45 € au moment où nous parlons, un potentiel de 26% encore d'après nous sur ce titre. Ça progresse déjà de 25% depuis le début de l'année. Voilà, réduction